Durablement Vôtre, l'entretien quotidien avec des femmes et des hommes de Lorraine et d'ailleurs, engagés dans une démarche de développement durable dans la sphère écologique, économique ou sociale. Lorsque parfois leur action se situe à l'intersection des trois sphères, elle ou il nous ouvre alors la voie d'un autre monde possible, vivant, viable et vivable. Durablement Vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Aujourd'hui, nous évoquerons le renard roux, que nous appelons communément le renard tout simplement, et que les scientifiques qualifient du genre et de l'espèce Vulpes vulpes. Ce petit mammifère pourtant bien utile continue à faire les frais de l'ignorance un peu bête, il faut bien le dire, de ses détracteurs, restés bloqués à son image de voleur de poules. Parce qu'il s'agit bien d'une image, à milieu de la réalité de son mode de vie, mais bien pratique pour figurer au tableau de chasse. Nous sommes en 2016, et il serait grand temps de considérer les prédateurs naturels comme bien plus utiles, adaptés à leur environnement et efficaces que ceux-là même qui prétendent les réguler. Franck Vignat, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir chez vous, à Peltre, près de Metz, en Moselle. Franck Vignat, vous êtes très engagé dans la défense de la nature. Vous êtes administrateur de la Ligue de protection des oiseaux, la LPO Moselle. Et vous êtes également réalisateur de films naturalistes, nous y reviendrons. Mais surtout, il y a un animal qui vous tient particulièrement à cœur. Oui, effectivement, un animal qui me tient beaucoup à cœur. Il s'agit du renard roux, un animal qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, vous dites renard roux, Franck Vignat, parce qu'il y a d'autres espèces de renards ? Il y a d'autres espèces de renards, mais pas en France. Il y a le renard polaire, le fennec. Et donc le renard roux, c'est communément ce qu'on appelle le renard que l'on voit, encore heureusement, quand on se promène dans la nature. C'est bien lui. Le renard, une espèce qui est pour chasser sans relâche, intensivement, sans discernement. C'est un procès en sorcellerie qui a été fait à l'animal. On accumule tous les documents à charge. On accumule des faux documents à charge. On ne regarde même pas un seul des arguments en faveur de l'espèce. Quand on a un animal et son prédateur, il n'y a pas de pullulation. Il y a pullulation quand il y a l'animal et plus son prédateur. Et à partir d'un moment, il y a augmentation exponentielle de cette population de mulots. Et si le renard n'est pas là, et ben automatiquement ça flambe. Je viens de la Suisse, et plus précisément du canton de Genève, qui a l'originalité d'avoir décidé d'interdire la chasse il y a 40 ans. C'était Philippe Russo du groupe d'études des mammifères de Lorraine, Claude Maurice, cofondateur d'Oiseaux Nature dans les Vosges, Michel Prizzi, agriculteur dans le Haut-Doubs, Gottlieb Dandliker, inspecteur cantonal de la faune du canton de Genève, François Guérold, professeur d'écologie à l'Université de Lorraine, dans une vidéo qui rend compte de la conférence de presse organisée par le collectif Renard à Neuve-Maisons, près de Nancy, en Meurthe-et-Moselle, le 12 septembre dernier. Tout est dit dans cet extrait, Franck Vignat. Énormément de choses sont dites. Alors c'est une vidéo qui a été réalisée par Yann Le Bessel. Et donc voilà, le collectif Renard a organisé une conférence de presse. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, Franck Vignat, j'aimerais que vous nous expliquiez ce qu'est ce collectif Renard. Alors le collectif Renard, c'est un collectif nouvellement créé. C'est le rassemblement de plusieurs associations de protection de la nature. Lors de cette conférence, on était 28. Aujourd'hui, on est presque 50. Les associations de protection de la nature ont souhaité se mettre ensemble pour porter haut et fort la voix du renard roux. Parce que quel est aujourd'hui le problème, ou en tout cas le problème que rencontre le renard roux, Franck Vignat ? Alors le renard roux est une espèce classée nuisible, donc c'est-à-dire qu'on peut la détruire toute l'année par différents moyens. Et aujourd'hui, on autorise même les tirs de nuit. Donc les associations ont souhaité largement communiquer sur ce sujet-là, et d'où l'intérêt de cette conférence de presse. C'est une nouveauté, cette façon de vous regrouper en collectif pour défendre une espèce en particulier ? Oui, c'est ce que je pense. C'est vrai que c'est assez inédit. Alors je suis heureux de voir que tout le monde marche main dans la main pour la même cause. Visiblement, ça paye parce que le renard fait couler beaucoup d'encre, et pour une fois, on parle de lui et en bien. Donc il était temps de rétablir certaines vérités sur cet animal. Et oui, c'est assez inédit que autant d'associations se regroupent pour un seul et même sujet. D'autant qu'à cette conférence de presse du 12 septembre dernier, Franck Vignat, vous aviez réuni un panel, un aréopage d'experts et de gens directement confrontés au renard, mais qui trouvent des solutions et de cohabitation au final. Alors,
Oui, effectivement. Alors en plus des responsables associatifs qui ont pris la parole, on a invité donc des gens de terrain, un agriculteur notamment, qui nous a fait part de ses problèmes qu'il rencontrait avec les campagnols, de sa relation avec le renard. Et il y a eu aussi des représentants des pays limitrophes, donc du Luxembourg, le Luxembourg qui est à 30 bornes d'ici. Et on se rend bien compte que quand on laisse tranquille les renards, il n'y a pas d'invasion, il n'y a pas de surpopulation, tout va très bien. Alors ça, on y reviendra dans le détail avec vous, Franck Vignat. La Suisse également, qui a interdit depuis de nombreuses années le tir du renard. La Suisse, alors c'est le canton de Genève. Le canton de Genève n'a pas seulement interdit la chasse au renard, ils ont interdit la chasse dans son ensemble depuis plus de 40 ans. Donc voilà, c'était l'inspecteur de la faune du canton de Genève qui était là et qui a exposé un peu la situation genevoise. Ça veut dire que il y a d'autres façons de gérer le renard que de le tuer toute l'année. Complètement, et c'est ce qu'on essaye de faire entendre. Est-ce que ça interpelle les journalistes qui étaient présents à cette conférence de presse de s'apercevoir que dans d'autres pays, ça se passe autrement ? Ah oui, complètement. On a été on a été très agréablement surpris des retours presse. Il y a eu, c'était des choses qu'on n'entendait pas en fait. Le canton de Genève, le Luxembourg, les gens ne sont pas forcément au courant de ce qui se passe à côté, et du coup, ils n'ont pas manqué de transmettre l'information. Alors malgré le succès de cette conférence de presse qui a donné lieu, vous venez de le dire, Franck Vignat, à pas mal de retombées de presse, des articles, des reportages, malgré tout, dans la foulée, le préfet de Moselle prend un arrêté préfectoral autorisant le tir de nuit du renard. Alors malheureusement, oui, on avait bon espoir qu'il ne le signe pas. Finalement, cet arrêté a été signé. Alors c'est un arrêté qui autorise la chasse de nuit du renard sur 170 communes de Moselle. Ça veut donc dire que le renard est chassable et tuable, je ne sais pas si le terme est adapté, tout au long de l'année, y compris la nuit, et y compris en dehors des périodes de chasse. C'est tout à fait ça, mais le renard est une espèce classée nuisible, donc on peut le piéger et le détruire toute l'année, donc par le biais de tirs ou avec le piégeage. Là maintenant, il y a des équipes de chasseurs, donc c'est des lieutenants de louveterie qui sont assignés pour aller tirer les renards, même la nuit. Comment vous expliquez ce décalage, Franck Vignat, entre aujourd'hui la connaissance scientifique? On vient d'entendre François Guérol, qui est un professeur d'écologie. On vient d'entendre un paysan qui s'accommode très bien, au contraire, qui a compris que le renard roux était un auxiliaire pour son exploitation. Comment vous expliquez aujourd'hui ce décalage entre la connaissance que nous avons de la biologie du renard et de son utilité, et puis le traitement de nuisibles dont il est victime finalement par un arrêté préfectoral? Justement, j'ai beaucoup de mal avec ça. Maintenant, clairement, dans la tête des chasseurs, le renard est un concurrent. Voilà, il est susceptible de prélever une infime partie du gibier qu'il relâche. Donc du coup, c'est haro sur le renard, il faut l'éliminer à tout prix. Ça veut dire qu'il reste beaucoup d'a priori sur le renard. Alors le renard, c'est une espèce qui a un statut juridique assez ignoble puisqu'il est classé comme nuisible. Nuisible, ça veut dire qu'on va pouvoir le détruire bien sûr en période de chasse, puisqu'un nuisible est par définition une espèce gibier, mais on pourra aussi le détruire hors période de chasse, et y compris avec d'autres méthodes que le fusil, c'est-à-dire avec des pièges notamment. C'est une chasse qui a lieu en période de reproduction, le jour, la nuit, l'hiver, l'été, absolument tout le temps. Autant on peut comprendre qu'au début du XXe siècle, les agriculteurs qui avaient des petits élevages avec un petit peu de poules, des poulaillers qui n'étaient pas toujours fermés et tout, en veuillent aux renards parce qu'ils venaient leur voler des poules. Maintenant, c'est des choses qui n'ont absolument plus lieu d'être. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Franck Vignat, vous êtes le mieux placé pour nous dire qui est Pierre Athanase, que l'on vient d'entendre dans cet extrait du film « L'odeur de l'herbe coupée » que vous avez réalisé en 2014. Alors Pierre Athanase, c'est le président d'une association qui s'appelle Action Nature, mais à l'époque, en 2014, quand je l'ai filmé, c'était le président de l'ASPAS, l'association pour la protection des animaux sauvages. Alors dans cet extrait, il nous explique l'intérêt du renard. Aujourd'hui encore, en 2016, Franck Vignat, que reproche-t-on au final au renard ? Alors, que lui reproche-t-on ? Alors, comme je disais, il s'agit ni plus ni moins qu'un concurrent déloyal des chasseurs. Alors maintenant, pour classer un animal... À quel égard ? Qu'est-ce qu'on lui reproche quand on dit qu'il est concurrent ? C'est-à-dire qu'il va finalement, de par son comportement et le besoin qu'il a de se nourrir, s'attaquer à des animaux qui sont plutôt la cible des chasseurs, au final. C'est complètement ça.
C'est tout à fait ça, des animaux qui sont la cible des chasseurs, des animaux qui ont énormément de mal à se porter correctement dans nos écosystèmes. Du coup, on les relâche massivement. Ce sont des animaux qui ne sont pas ou plus adaptés à nos écosystèmes. Le renard est susceptible d'en prélever une partie, donc il est considéré comme un concurrent. Quoi d'autre? Pour classer un animal nuisible, il faut qu'il remplisse certains critères. Donc il faut qu'il pose un problème de santé publique, ou alors il faut qu'il pose un problème en protection de la faune et de la flore, qu'il commette des dommages aux intérêts agricoles. Et c'est le cas du renard? Non, absolument pas. En fait, d'un point de vue de santé publique, la rage n'existe plus, donc on ne peut plus lui reprocher ça. Maintenant, on parle de l'échinococose alvéolaire. C'est une maladie très très rare. C'est 20 cas par an. Et on se rend compte que plus on tue de renards, plus le taux d'échinococose augmente. Donc on ne peut plus parler de problème de maladie. Et on sait pourquoi cette relation? Oui, on sait pourquoi, parce que si on tue trop de renards, on modifie les structures des populations. Les populations sont composées d'animaux beaucoup plus jeunes, et les animaux plus jeunes sont plus porteurs du parasite. Le renard, aujourd'hui, Franck Vignat, a été beaucoup étudié aussi par les scientifiques. Comment réagissent précisément à la fois la profession agricole et les chasseurs? Est-ce qu'on peut rester comme ça indéfiniment sourd à des arguments juridiques? On le sait aussi qu'il y a toujours encore de moins en moins aujourd'hui de gens qui sont climato-sceptiques, qui ne croient pas au réchauffement climatique, malgré la publication de rapports, d'études qui concernent le climat. On a un peu le même phénomène finalement concernant le renard. Bah oui, complètement, et on s'étonne de ça parce qu'on a le monde agricole de notre côté, on a le monde scientifique de notre côté. Il y a des tas d'associations qui militent pour la réhabilitation entre guillemets du renard roux et on n'est pas écouté. Donc et ça va de pire en pire parce que comme je vous l'ai dit, maintenant on autorise même les tirs de nuit, quoi. Donc oui, on est face à un problème là. Alors, ce qui est très curieux dans ce qui concerne la destruction, parce qu'on ne peut pas parler de chasse, c'est de la destruction du renard roux, Franck Vignat. On lâche aujourd'hui tous les ans à peu près 20 millions de faisans d'élevage, quelques heures à peine avant les parties de chasse. Et c'est précisément à cet endroit-là que l'on critique le renard, parce qu'évidemment, il vient se servir dans la gamelle quelque part. Bah complètement. Après, le renard, lui, son régime alimentaire est composé principalement de petits rongeurs. Maintenant, c'est sûr que s'il tombe sur du faisan ou des perdrix qui sont issus d'élevage, il tombe dessus, il n'est pas stupide. Il va se servir. Comment faire évoluer ce statut d'espèce nuisible que vous venez de rappeler, Franck Vignat, qui est un classement juridique? Comment ça se passe? Qui décide du classement de nuisible ou pas nuisible? Alors c'est un arrêté ministériel, donc ça se passe au sein de l'État, sur avis des commissions départementales de chasse et de faune sauvage. C'est-à-dire qu'il y a des réunions avec des personnes compétentes, entre guillemets, parce que la commission est composée à 90% de chasseurs. Les décisions donc sont prises en ces instances. La liste d'animaux nuisibles est proposée et validée par le ministère. Est-ce que vous êtes en train de nous évoquer là, tout simplement, Franck Vignat, le lobby de la chasse? C'est complètement ça. Est-ce que ces commissions peuvent évoluer? Qui nomme ces commissions? Et est-ce que le public, le grand public, auprès de qui le renard a quand même plutôt la cote, qui nomme ces commissions? Est-ce que le public est au courant précisément de ces procédures? Bah non, justement, on n'en parle pas forcément. Maintenant, voilà, quand on est là pour prendre des décisions, il y a une ou deux associations de protection de la nature qui, au milieu de 20 ou 30 chasseurs, c'est extrêmement difficile de faire entendre notre voix. Sachant que même en Moselle, par exemple, le spécialiste faune sauvage, qui est censé être neutre, est quelqu'un qui est fortement impliqué dans le monde de la chasse. Est-ce que les réseaux sociaux aujourd'hui peuvent contribuer à faire connaître finalement ce qui se passe un peu dans les arrière-salles, dans les ministères, dans ces commissions un peu opaques? Est-ce qu'il ne serait pas utile et nécessaire aujourd'hui, Franck Vignat, de porter à la connaissance du plus grand nombre précisément ce qui se passe à ces endroits-là? Alors c'est ce que je m'attelle à faire depuis quelques années avec un maximum d'objectivité. Alors j'espère que ça va faire changer les choses.
Adieu mes petites bestioles, c'est vrai qu'on déboussole. Frangin, petite bestiole, je crois qu'on a des gentils. Je crois qu'on a des gentils. J'espère par manque de goût, je serai jamais dans leur peau. Adieu mes petites bestioles, c'est vrai qu'on déboussole. Frangin, petite bestiole, faudrait peut-être excuser. Frangin, petite bestiole, ont des gens à chialer. Durablement vôtre, Éric Mutchler. Petite bestiole de René-Paul Roux, alias Paul Personne, extrait de l'album Rêve sidéral d'un naïf idéal sorti en 1994. Êtes-vous, Franck Vigna, un rêveur naïf ? Rêveur naïf, je sais pas, militant convaincu, ça c'est certain. Vous devez forcément l'être pour vous être engagé à vos frais dans un film intitulé L'odeur de l'herbe coupée, réalisé en 2014, à propos précisément, Franck Vigna, de la relation entre le renard et l'homme. Oui, mais alors ce côté militant, je l'ai mis de côté justement pour la réalisation de ce film. La preuve étant que j'ai été à la chasse, j'ai été interviewé des chasseurs. Donc des chasseurs, des piégeurs, des agriculteurs, des scientifiques et des protecteurs de la nature. C'est un film qui dure une petite trentaine de minutes, avec effectivement des témoignages très différents. Et puis alors surtout ce qui est frappant dans ce film, L'odeur de l'herbe coupée, Franck Vigna, c'est la confrontation quasiment de points de vue, mais rigoureusement opposés. Ah oui, complètement, c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai voulu réaliser ce film avec un maximum d'objectivité. Pour faire entendre ma voix, entre guillemets, et celle du renard, je me suis dit qu'en faisant parler un peu tout le monde, ça apporterait du crédit à la cause. Et j'ai tronqué personne, tout est dit dans ce film. Et les piégeurs et les chasseurs ont signé les autorisations de diffusion après avoir vu le film. Dans ce film qui est, somme toute, à la fois pédagogique, instructif, mais aussi très beau par des images, combien de temps prend la réalisation d'un tel film, Franck Vigna ? Pour l'écriture et les scènes tournées avec les intervenants, j'ai mis une petite année. Maintenant, il y a des images de renard que j'avais dans mon ordinateur depuis quelques années. Mmh. Alors, vous dites que tous les intervenants ont vu le film et ont été d'accord après l'avoir vu pour figurer dans ce film. Est-ce qu'il y a des retours ? Est-ce que ça fait progresser peut-être la prise de conscience de l'importance de l'intérêt du renard roux ? J'espère, j'ai pas la prétention de faire changer les choses avec ce film. Maintenant, il y a presque 70 000 vues sur YouTube, donc le film est vu, je le présente régulièrement. De là à faire changer les choses, je sais pas, mais j'ai des retours de certains chasseurs qui me disent « Oh bah maintenant, c'est vrai que je me pose la question de savoir s'il faut vraiment tirer les renards. »
Donc oui, je pense que ça peut apporter que des bonnes choses. Vous avez valorisé ce film au-delà de le poster sur YouTube. Il est effectivement facile à repérer. Il suffit de taper dans le moteur de recherche l'odeur de l'herbe coupée. Est-ce qu'il y a des conférences, des soirées qui accompagnent la diffusion de ce film, Franck Vignat ? Alors c'était pas du tout le but premier, maintenant de fil en aiguille, à force de le présenter, je suis amené à en parler de plus en plus, donc je me retrouve à faire des conférences, à faire des festivals devant 200, 300 personnes et à parler du renard et de mon film en public. Alors précisément le public, Franck Vignat, est-ce que ce sont des gens convaincus, des naturalistes comme vous, des amoureux de la nature, ou est-ce que les gens se posent de réelles questions en se disant « Tiens, finalement, ce n'est pas le regard », parce qu'on s'aperçoit que finalement, le renard roux, c'est un peu une cristallisation presque d'une posture culturelle. Oui, alors dans l'imaginaire collectif, le renard, c'est une sale bestiole. Alors surtout en Moselle, parce on était le fief de la rage dans les années 80. Maintenant, il faut rétablir certaines vérités. Moi maintenant, quand je parle du renard, c'est vrai que c'est souvent devant un public qui est convaincu, parce que ça se passe souvent lors de festivals nature, festivals photo ou vidéo. Mais j'ai la chance de me faire inviter dans certaines mairies où il y a le citoyen lambda qui est là, qui connaît peu ou rien du sujet. Et là, c'est vraiment intéressant l'échange avec le public et de leur expliquer les choses telles qu'elles sont. Alors, vous venez d'évoquer, Franck Vignat, l'inconscience collective. Est-ce que l'on sait aujourd'hui comment s'est fabriquée précisément cette croyance autour du renard roux ? Le renard roux, c'est le voleur de poules, et ça, ça a toujours été et ça le sera toujours tant qu'on protégera pas correctement ses poulaillers, le renard viendra se servir. Maintenant, c'est la rage, je pense, qui a fait beaucoup de tort à l'animal. On le voyait dans les articles de presse des années 80-90, c'était la peste des sous-bois. Maintenant, il n'y a plus la rage. Et puis les connaissances acquises ces 30 dernières années montrent vraiment l'utilité, entre guillemets, de cet animal. Et on ne peut plus se permettre de le détruire comme ça. Donc ça veut dire que les connaissances changent et néanmoins le comportement quelque part ne bouge pas. C'est-à-dire qu'on en reste à une posture presque médiévale dans un monde qui a aujourd'hui totalement changé. Le grand public voit quand même l'animal d'un œil différent, on s'y attache, puis c'est un animal qui est beau. Si les choses doivent changer, c'est au niveau de l'État que ça doit le faire. Maintenant, c'est vrai que dans l'opinion publique, j'ai le sentiment que le renard reprend sa place d'animal indispensable et on parle de lui en bien maintenant. Il y a Terre sauvage qui est sorti du mois d'août, il y a un article, c'est comment vivre avec les loups. C'est vraiment dans les abruzzes. Il suffit d'aller voir là-bas et d'essayer de s'adapter, en sachant que là-bas, ils ont des plus petits troupeaux, c'est vrai. Ils ont un berger par troupeau ou deux, c'est vrai aussi. Ils ont toujours eu des gens. Il faut savoir qu'ils ont toujours eu le loup. Donc, ils n'ont pas eu besoin de s'adapter. Et ils ont 10 fois moins, ils n'ont pas de dégâts, pratiquement. Et ils n'ont pas de subvention. Et ils arrivent à se protéger. Parce qu'ils n'ont pas de dégâts, parce que ça va se protéger. Et ils ont de l'ours. Donc, c'est le faux débat de dire, c'est parce que simplement, voilà, c'est sûr que c'est moins tranquille. Même moi qui ne suis pas foncièrement contre le loup, la vie était plus tranquille avant, voilà, on dira. Éric Mutschler, Durablement Vôtre. Extrait d'une interview de Jean-Jacques Exbraya, berger dans les Alpes, qui tient là un propos qui doit vous plaire, Franck Vignat. Ah oui, complètement. En tant qu'homme et citoyen, j'ai pas le droit d'éliminer une espèce parce qu'elle me pose concurrence. Alors oui, effectivement, c'est le même cas pour le renard, si vous voulez. On va tuer un animal parce qu'il pose concurrence à des intérêts. Alors là, on parle du loup, c'est pas la même chose, et c'est vrai que je comprends aisément le désarroi des éleveurs. Ceci étant, on voit bien que ce berger a un discours modéré et un peu plus réaliste que d'autres. En même temps, ça pose la question du rapport de l'homme à la nature. C'est un peu comme si finalement, en fonction presque de l'activité professionnelle, c'est l'homme qui détermine quelle espèce ou non a le droit de vivre. Alors c'est vrai que le terme utile et nuisible, ça n'a pas de sens écologique. Maintenant, quitte à attribuer des adjectifs, autant attribuer les bons. Le terme utile me paraît plus approprié pour parler du renard et voire même du loup. On pourrait quelque part faire le parallèle finalement avec les végétaux, où on ne parle plus tellement de mauvaises herbes, mais on commence à parler aujourd'hui d'adventice. Finalement, c'est une question de posture. Soit je prends en compte la nature dans son ensemble et je vois comment je peux travailler avec la nature, soit je me pose en conquérant de cette nature et je fais le tri entre les espèces vivantes.
Oui, complètement. Puis ça n'a pas du tout de sens. On peut pas dire je fais du poulet de Bresse, c'est du bio, ça vit dehors, ça vit avec la nature. Et puis à côté de ça, exterminer les renards du coin parce qu'ils sont susceptibles de prélever une partie. Ben oui, mais le renard, il fait partie aussi de cette nature que vous vendez et que vous mettez en haut de l'affiche. Est-ce que cette relation finalement de l'homme à la nature, Franck Vignat, peut évoluer? Parce que finalement, on avait un peu le même comportement à l'égard des prédateurs il y a encore quelques années où on se souvient, alors les plus anciens d'entre nous, avoir connu encore les chouettes clouées sur les portes des granges. Alors oui, et heureusement, depuis les années 70, tous les rapaces sont protégés. Mais à l'époque, c'est vrai qu'on parlait, oui, bah, si on protège les rapaces, ça va être une invasion, ça va être une catastrophe. Maintenant, on se rend compte 40 ans après que l'invasion promise n'a pas eu lieu et que même au contraire de ça, les rapaces, certains disparaissent. Donc voilà, il faut vivre avec les prédateurs, ils font partie intégrante de cette nature. Mmh. Est-ce que le terme d'écologie, longtemps décrié, vous parlez des années 70, on se souvient tous de cette vague 68ard, de post-68ard, qui a finalement peut-être donné une certaine image de l'écologie. Est-ce qu'aujourd'hui, l'écologie, on peut imaginer que l'écologie devient, d'abord, trouve ses lettres de noblesse finalement d'approche scientifique, et est-ce qu'on peut imaginer que peut-être l'enseignement même, à commencer par l'école, modifie finalement cette perception que nous avons de notre environnement, Franck Vignat? Oui, je pense que, même sans parler d'écologie, parce que c'est un terme un peu, les chasseurs nous appellent comme ça, les écolos, ou les bobos écolos, enfin, au-delà de ça, je crois qu'il faut clairement et simplement se rapprocher de la nature de terrain, quoi. La vie animale, la vie végétale, la biodiversité dans son ensemble, voir et comprendre les choses à la source. Pour autant, et ça on le voit également dans votre film Franck Vignat, L'odeur de l'herbe coupée, on sent bien que finalement les chasseurs, les piégeurs qui s'expriment dans votre film sont totalement sincères et convaincus de leurs propres propos. Bah, c'est presque ça le pire. Oui, ils y croient réellement, ils pensent vraiment que le renard est une menace pour eux. Mais après, il ne faut pas oublier non plus que le renard peut être chassé. C'est un gibier entre guillemets noble, c'est un gibier dit rusé, beau. Donc les chasseurs prennent plaisir aussi à tirer dessus. Et puis quand la chasse est fermée, c'est un animal classé nuisible, donc on peut le tirer toute l'année. Donc ça fait une cible mouvante à l'année. On se distrait aussi avec le renard. Et comment un amoureux du renard roux, Franck Vignat, réagit précisément à cette approche du plaisir de la chasse? De la colère, de la tristesse, un peu de désarroi, mais une envie de communiquer dessus, une envie de se battre et de rétablir des vérités et de faire cesser ce massacre. En même temps, en 2016, la corrida est toujours autorisée en France avec un Premier ministre qui en est un fervent défenseur. Bah oui, c'est lamentable, mais après, moi je sens qu'il y a un mouvement qui se lève et de plus en plus de gens s'offusquent de ces pratiques. Alors c'est pas pour nous qu'on le fait, c'est pour nos enfants et j'ai bon espoir, ça changera. Montillon-d'Air, c'est un des plus grands festivals de photos animalières et pas que, naturalistes. Du coup, j'y vais pour découvrir des photographes, voir des expos, il y a une super ambiance. Je vais aussi à Montillon-d'Air parce que j'ai une photo qui a été sélectionnée au concours de la catégorie moins de 16 ans. La nature, elle est de plus en plus en danger et c'est important de la protéger. Et déjà, faire un geste tout simple, c'est d'adhérer à des associations de protection de la nature. C'est un geste tout simple, mais si on adhère, peut-être qu'on va aller à des campagnes des associations et aider les associations, devenir bénévole aux associations. Ça, c'est des choses qui sont importantes à faire. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Extrait du portrait de Victor Noël, un jeune photographe naturaliste mosellan de 11 ans, réalisé en septembre 2016 par David Antoine, un ami de la famille. Quand vous dites, Franck Vignat, que c'est pour nos enfants, là, visiblement, la relève semble assurée. Ah oui, complètement. Avec ce gaillard-là, c'est super. Il donne du baume au cœur. Il est militant convaincu. Il est plein de talent. Et justement, ça, c'est ce genre de discours qui me donne encore plus envie de me battre. Et voilà, il donne plein d'espoir à la cause.
Alors aujourd'hui, si vous dites, Franck Vignac, que vous sentez une vague de fond plutôt, on va dire, dans le peuple, pour parler comme les politiques, et qu'on s'aperçoit bien, mais ce n'est peut-être pas le seul domaine de l'écart entre finalement les aspirations des gens et des citoyens, et puis finalement certaines décisions qui vont à l'encontre ou qui ne tiennent pas compte de cet avis. Comment chacun d'entre nous peut agir, alors que ce soit pour le renard roux, mais peut-être aussi pour la nature en général? Alors il y a énormément de choses à faire, hein. Bon, je vais pas faire le discours, oui, privilégier les circuits courts et compagnie, le bio. Au-delà de ça, il y a plein d'associations de protection de la nature. Moi, je pense que simplement une adhésion à ces associations apporte du crédit et du poids à ces dernières. Du coup, ça fait avancer la cause. Et on peut s'impliquer bien plus que ça. On peut participer aux sorties, on peut participer aux actions de protection. Il y a plein de choses à faire. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, Franck Vignac, une question de génération finalement, et on le voit dans votre film L'odeur de l'herbe coupée, sur la relation entre l'homme et le renard, où un agriculteur s'exprime au milieu de ses poules, un vieil agriculteur, un vieux paysan s'exprime au milieu de ses poules, et on sent bien qu'il est finalement resté au stade de son enfance, où effectivement voilà, la relation renard-agriculture posait peut-être certains problèmes, mais qu'on n'en est plus là, mais que lui est resté bloqué finalement à ce stade. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu une question de génération ? Ouais, mais là encore, mon copain Julien, le vieux monsieur qui intervient dans ce film, il modère quand même ses propos et il dit clairement qu'en 20 ans, il a eu une seule attaque. Donc, et puis on voit son poulailler qui est pas du tout bien gardé. Donc voilà, il modère quand même, qu'il en met quand même son propos. Après, c'est un peu, lui, c'est un cas un peu unique, hein, on le voit bien dans sa façon de parler. Mais les choses changent. Les céréaliers commencent à comprendre que le renard a une utilité pour protéger leur récolte. Mmh. Est-ce que ça veut dire, Franck Vignac, que clairement aujourd'hui, j'allais dire le seul prédateur, le seul vrai problème, on va appeler un chat et un chasseur, le vrai problème du renard aujourd'hui, c'est le chasseur? Oui, je pense, ouais. Oui, je pense, parce que les premiers concernés, entre guillemets, donc les agriculteurs sont pour la majorité favorables au renard. Maintenant, oui, c'est les chasseurs qui ne l'aiment pas, hein, clairement, c'est ça. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, vous disiez à l'instant, Franck Vignac, inviter la population, les citoyens à adhérer à des associations de protection de la nature, même si ce n'est qu'à travers une cotisation qui très souvent est assez minime. En même temps, est-ce qu'il n'y a pas un peu un problème d'image aussi de la part des associations de protection de la nature que l'on qualifie pour beaucoup quand même quelquefois d'un peu intégriste? Non, je crois pas. Je crois que c'est une question de mode de vie, une question de temps, une question d'investissement. Ils s'imaginent aussi que le fait d'adhérer à une association, ça implique qu'il va falloir être là tous les week-ends, des choses comme ça, alors que c'est absolument faux. On peut s'investir en fonction de son temps ou pas s'investir du tout et juste, entre guillemets, être sympathisant et suivre l'actualité de cette association-là. Mais non, je crois que voilà, c'est une question de mode de vie, quoi. C'est-à-dire une question de mode de vie, c'est peut-être aussi l'urbanisation de précisément notre mode de vie aujourd'hui qui fait que l'on s'éloigne de plus en plus à la fois de la nature et de l'importance et de la relation que nous entretenons avec elle. J'ai le sentiment qu'on a peut-être moins le temps de se rattacher aux choses vraies. Voilà, c'est une question de temps, je pense. Est-ce que pour nos concitoyens, Franck Vignac, finalement, l'importance du maintien du renard dans l'écosystème ne peut pas simplement paraître finalement un enjeu un peu dérisoire? Si, je pense que oui. C'est sûr que ça peut paraître dérisoire. Après, au-delà du renard, on essaye aussi de parler de biodiversité dans son ensemble. Et le renard n'est qu'un exemple de ce qui peut être fait ou pas pour la protection de la nature. Vous qui êtes beaucoup sur le terrain, Franck Vignac, pour la réalisation de vos films, est-ce que vous avez aujourd'hui une idée du nombre d'individus, de renards roux en Lorraine, en Moselle en particulier, mais peut-être aussi en France? Et puis, est-ce que les effectifs comment se portent les effectifs? Les effectifs sont stables, et pour parler du nombre, on peut absolument pas, c'est très compliqué. Maintenant, toutes ces modalités de destruction,
elles induisent des petits crashs de population, mais le renard est une espèce qui s'adapte très rapidement, très bien, donc les effectifs sont vite comblés. Durablement vôtre, Eric Mutschler. La boule à zéro et la morphonnée. On n'était pas beau mais on s'en foutait. Le mercurochrome sur nos genoux pointus. C'était nos diplômes de l'école de la rue. Le seul vrai enfer qu'on avait sur terre, il était dans le ciel de nos pauvres marelles. On avait 10 ans, puis on ignorait qu'un jour on serait grand, puis qu'on mourirait. L'eau des caniveaux nous faisait des rivières, où tous nos bateaux naviguaient pépère. Aujourd'hui les moineaux évitaient de tomber, le nez dans le ruisseau, la gueule sur le pavé. À moins de pas trop craindre les capotes usées, les vieilles seringues et les rats crevés. L'été sur les plages, c'était le débarquement. J'étais les GI, c'était les Allemands. Pistolet à flèche, carabine en bois. Et ma canne à pêche, c'était un bazooka. Dans les vieux blocos, on faisait notre QG. C'était bien craignos, qu'est-ce que ça schlinguait. Les filles venaient jamais parce qu'elles craignaient qu'on veuille les tripoter. Elles avaient raison. Quand tu ramassais un gros coquillage, eh ben t'entendais la mer, le vent du large. Aujourd'hui t'as qu'une symphonie de 4x4 qui vont dans les dunes comme un Warzazat. Le son des tocards échappé hélas, toute Paris-Dakar n'aura vite la place. Inscrit pour tout le mois de juillet à des cours de gym et au club Mickey. En ce temps-là, Disney faisait pas les poches ni les porte-monnaies, les millions de mioches. C'était le Figaro qui organisait le concours de château de sable que je gagnais. Aujourd'hui, ce journal est l'ami des enfants au Front National et au Vatican. Quand t'allais te baquer, tu buvais peinard. Une tasse d'eau salée, pas une marée noire. Creusant le sable blond, tu ramenais des coques. Pas des champignons, ni des gonocoques. Dans les bouteilles vides, il y avait des messages. Pas les pesticides d'un dernier naufrage. Jour où je mourirai, puisque c'est écrit qu'après l'enfance, c'est quasiment fini. Devant l'autre Charlot, j'espère arriver. La boule à zéro et la morphonnée. Du mercurochrome sur les genoux pointus, qui connaissent l'arôme du sirop de la rue. Lui qui a eu tant de mômes qui les a perdus. Vous aviez quel âge, Franck Vignat, en 1994, lorsque sort cette chanson « Le sirop de la rue » de Renaud sur l'album « À la belle de mai » ? J'avais 12 ans. Et déjà cette passion pour la nature, quel est votre parcours, Franck Vignat ? Alors oui, déjà cette passion pour la nature, un peu moins prononcée que maintenant, c'est certain. Mais oui, c'est mon père qui m'a beaucoup sensibilisé à la nature depuis que je suis tout petit. Et donc voilà, il m'emmenait, on allait se promener, on allait à la pêche, il me montrait un peu les oiseaux. C'était pas un naturaliste hors pair, mais c'était quelqu'un qui aimait ça, qui s'intéressait à ça. La formule hors pair est jolie. Ouais.
pour parler de votre père. Franck Vigna, en même temps, réalisateur de films sur la nature, sur le renard en particulier. On vient de parler de L'odeur de l'herbe coupée, un film que vous avez réalisé sur la relation entre l'homme et la nature, l'homme et le renard roux, plutôt en 2014. Ça ne fait pas vivre son homme. Ah non, c'est du bénévolat, je prends ça sur mon temps personnel. Moi je travaille à côté, je suis employé municipal à la ville de Metz, mais ça me laisse un peu de temps pour faire de la vidéo animalière et de m'investir au sein d'associations de protection de la nature. Alors précisément, comment en être venu, Franck Vigna, à faire des films? Beaucoup de naturalistes sont des observateurs, ou alors des militants, ou avec une approche très scientifique. Vous, c'est un peu davantage la dimension à la fois artistique, mais aussi je dirais presque communicationnel. Alors ça c'est venu après. Moi donc ça fait des années que je suis investi dans les associations de protection de la nature, donc je participe à des programmes de protection. J'en suis venu naturellement à la photo. Il s'est avéré que j'étais très mauvais en photo parce que j'utilisais souvent le mode vidéo de mon appareil photo. Et puis j'en suis venu au film et au vu du succès de mon premier film sur le renard, un petit film de 5 minutes qui très très militant, très engagé, qui montrait comment un chasseur anéantit une famille de renards. Donc voilà, j'en suis venu à faire des films sur des sujets divers et variés, mais toujours en lien avec la nature. Franck Vigna, est-ce que vous pensez que la vidéo, alors on a parlé aussi de la photo, mais la vidéo peut participer à la prise de conscience par nos concitoyens? On pense par exemple bien sûr aux vidéos terribles de l'association L224 sur les conditions d'abattage dans certains abattoirs. On sait l'impact que ça produit. Est-ce que la vidéo peut comme ça être un vecteur d'éveil des consciences? Ah bah oui, je pense complètement, surtout avec l'avènement des réseaux sociaux et compagnie. C'est vrai que ça fait les informations circulent beaucoup plus vite, l'impact est beaucoup plus fort. Donc oui, je pense que la communication, ça, c'est une des clés de la protection de la nature, c'est sûr et certain. Quand on est comme vous, Franck Vigna, un fou de nature, vous passez énormément de temps dans les bois, dans les vergers, dans les prairies. Comment ressentez-vous cette disparition que l'on commence à évoquer aujourd'hui dans les médias de la nature et au-delà de films, est-ce qu'on ne se sent pas un peu démuni parfois face à cette disparition de la biodiversité ? Ah complètement, surtout avec l'agriculture. On va filmer des animaux dans une prairie, on y retourne l'année d'après, la prairie c'est un champ. Donc oui, la destruction des milieux agricoles, des prairies, c'est une catastrophe. Et ça, c'est un des problèmes de l'érosion de la biodiversité d'ailleurs. Vous évoquiez tout à l'heure dans l'entretien, Franck Vigna, le fait que d'une part, les effectifs de renards roux sont plutôt stables, qu'il y a plutôt une vague de sympathie. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter aujourd'hui pour le renard roux en particulier ? Une réforme de la chasse. L'abolition du statut de nuisible, de laisser cet animal tranquille, voilà. Et on le voit très bien dans les régions limitrophes. On le voit sur le canton de Genève, au Luxembourg, l'animal n'est plus chassé et tout va très bien. Je vous entends dans cette émission, je suis d'accord avec vous, c'est pas moi qui parle, c'est une hypothèse. Je souhaite l'abolition de cette disposition du renard roux comme étant nuisible. Qu'est-ce que je fais ? On communique, on parle, on fait savoir son mécontentement et voilà, enfin il n'y a pas grand-chose à faire au final, c'est au niveau de l'État que ça doit se décider, c'est une loi à changer clairement, et si l'État prend conscience que le lobby citoyen des protecteurs de la nature est beaucoup plus fort que celui des chasseurs, là on aura gagné. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur ? Franck Vigna, cofondateur du collectif Renard Grand Est et vidéaste naturaliste, réalisateur entre autres du film sur la relation entre le renard roux et l'homme intitulé L'odeur de l'herbe coupée, c'est le moment de votre choix. On écoute. Une subvention 40 fois supérieure à ce qu'avaient les chasseurs préalablement dans la précédente convention de la région, ça nous semble être un exemple évident de clientélisme. L'opposition dégaine sur le dossier de la chasse aujourd'hui à la région. Laurent Wauquiez a en effet décidé d'accorder une subvention de 3 millions d'euros en 3 ans à la Fédération régionale des chasseurs. C'est aussi un rééquilibrage, parce que certaines associations qui en réalité n'étaient pas sur le terrain recevaient beaucoup d'argent. D'autres gens qui sont tout le temps dans cet univers de nos forêts étaient eux laissés de côté. C'est ce que je veux qu'on rééquilibre. Donc il y a un rééquilibrage.
Ce sera aussi des projets qui permettront de faire de l'éducation, qui permettront de mettre en place des maisons de chasse pour plus de sécurité. C'est aussi derrière tout le tourisme, parce que vous savez qu'un chasseur, quand il vient chasser, quand il habite par exemple les villes, eh bien il loue un gîte pour le week-end, il fait travailler les restaurants. Donc c'est tout un ensemble économique qui fonctionne grâce à la chasse et nous souhaitons que ça continue, voire même se développe. Mais d'autres dénoncent une forme de clientélisme. Ça donne en pratique à Laurent Wauquiez, à la région, la possibilité, en appuyant sur un bouton, de faire en sorte que toute information que la région souhaitera soit diffusée aux 119 000 chasseurs directement sur leur boîte mail. C'est donc en réalité l'achat d'un fichier et d'une clientèle. Et puis enfin, cerise sur le gâteau, Laurent Wauquiez n'oublie pas d'obtenir pour la contrepartie des 3 millions d'euros eh bien, des cartes permanentes d'accès aux chasses privées payantes pour lui et ses proches. Extrait d'un reportage diffusé en septembre sur TLM Télé Lyon Métropole sur la subvention accordée par le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes à la Fédération régionale des chasseurs, où l'on entendait successivement Fabienne Grébert, conseillère régionale Rassemblement écologiste, Laurent Wauquiez, président Les Républicains du Conseil régional, Philippe Meunier, vice-président Les Républicains du Conseil régional, délégué à la chasse, et Jean-François Debat, président du groupe PS. Coup de gueule, Franck Vignat, évidemment. Ah oui, évidemment, ça fait peur, c'est un scandale, 3 millions d'euros sur 3 ans, au détriment d'associations de protection de la nature. Oui, vraiment, là, c'est de la provocation. Pour autant, décision prise dans une instance de manière démocratique, comment ça s'explique? Est-ce qu'on en est encore au stade, Franck Vignat, où finalement les notables, les élus se retrouvent le dimanche pour une partie de chasse? Ah oui, complètement. C'est encore ça. Chambord, c'est dans toute la France. Il y a énormément de contrats qui se jouent dans les forêts. Même si le nombre de chasseurs diminue d'année en année, il y a quand même des personnes importantes et influentes qui chassent. Et le lobby de la chasse est toujours monstrueux en France. Est-ce que c'est typiquement français? Est-ce que c'est un lobby que l'on retrouve avec la même puissance dans d'autres pays? Si par exemple, en Suisse, dans le canton de Genève, on interdit la chasse, c'est que les élus suisses ont une autre culture, une autre mentalité, Franck Vignat? Je sais pas. Très honnêtement, je sais pas. J'imagine que oui, mais c'est vrai que la France fait quand même exception en matière de chasse. On est un des pays où il y a le plus d'espèces chassables, là où il y a le plus de scandales entre guillemets avec ce sujet-là. Il y a des zones de non-droit, on le voit bien en baie de Somme, on le voit bien dans le sud-ouest avec les ortolans. Enfin voilà, il se passe des choses en France qui ne se passent pas dans les autres pays européens. Il y a des pays qui protègent des oiseaux, ils ont passé la frontière française, ça y est, c'est terminé pour eux, quoi. En même temps, Franck Vignat, il y a en France d'innombrables associations de protection de la nature. Or, quand on pose la question à nos concitoyens de citer des personnalités, invariablement, ce sont des Nicolas Hulot, des Pierre Rabhi qui ressortent. Est-ce qu'il n'y a pas, on revient à la question que je vous ai déjà posée, un peu un problème de communication de la part de ces associations? Vous êtes vous-même en train de devenir un peu le monsieur Renard-Roux et vous vous en défendez. Oui, alors Monsieur Renard, oui, j'en sais rien. Ce qui est clair, c'est que je suis un peu le porte-parole des 50 associations qui font partie du collectif Renard. Maintenant, un problème de communication, non, je pense pas, parce que on sent que ça bouge quand même, on sent que les associations sont présentes. Mais maintenant, c'est vrai que voilà, on voit bien l'affaire Wauquiez, c'est 50% en moins sur le budget de la FRAPNA. Ils vont devoir supprimer 20 emplois. La FRAPNA, qui est la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature. Voilà, c'est ça, c'est une association qui subit clairement ces caprices de chasseurs, quoi. 50% de subventions en moins, 20 emplois en moins. Enfin, c'est un scandale, quoi, au détriment de ce qu'on va donner, 3 millions d'euros aux chasseurs. Pour faire quoi? Pour aller restaurer des cabanes de chasse, suivre le loup, le lynx, probablement pour mieux les chasser, faire de l'éducation à l'environnement, quoi, par des chasseurs. Enfin, mais où on va? On sent bien le coup de gueule là. Ouais, non, là, vraiment, je suis pas content. Mais en même temps, Franck Vignat, je pointe une espèce de contradiction. Vous nous dites que nos concitoyens sont de plus en plus sensibles aux thèses que vous défendez, à une sympathie certaine pour le renard, et en même temps, les élus imposent ce type de décision. Est-ce que le citoyen aujourd'hui a les capacités, est-ce que vous lui offrez les capacités de manifester précisément son soutien
au-delà finalement d'une cotisation. Et puis pour revenir au début de notre entretien, Franck Vignat, où malgré le succès d'une conférence de presse, malgré les pétitions, eh bien le préfet de Meurthe-et-Moselle, le préfet de Moselle prend un arrêté en faveur autorisant le tir de nuit du renard. Est-ce qu'il n'y a pas là une espèce de presque de schizophrénie ? Je pense qu'il y a plus d'adhérents à des associations de protection de la nature que d'adhérents à des fédérations de chasse. Ça, c'est certain. Et des sympathisants, on n'en parle même pas. Maintenant, comment expliquer ça ? J'en sais rien. Parce que le lobby de la chasse est encore une fois là. Il est au-dessus. Il est un peu au-dessus de tout, quoi. Et c'est ça qu'il faut changer maintenant. Comment ? Par la communication, rétablir certaines vérités et puis voilà, se dire que la chasse au renard, elle est pas indispensable et elle est même contre-productive. Il faut le dire, il faut en parler. Quelle échéance pour que le statut juridique du renard roux change en France aujourd'hui, qu'il passe du statut de nuisible à espèce protégée peut-être ? Combien de temps ? J'en ai aucune idée. Les prochaines commissions, c'est l'année prochaine, parce que c'est un statut qui est valable pour 3 ans. Mais il y a déjà quelques régions en France où ce statut a été aboli, enfin où le renard n'est plus nuisible dans certaines régions, enfin certains départements. 3, hein, donc c'est peu, mais la Corse, l'Île-de-France et la Savoie. Mais c'est peu, mais c'est mis en marche. Voilà, doucement, on va y arriver. C'est sûr que ça se passera pas demain, mais voilà, si on continue dans ce sens-là, qu'on continue à communiquer et à faire entendre la voix du renard, ça finira bien par changer un jour. De toute façon, on peut plus vivre comme ça. On peut plus tolérer cet acharnement qui est fait à la biodiversité en général. Merci Franck Vignat pour cet entretien. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes cofondateur du collectif Renard Grand Est et vidéaste naturaliste, réalisateur entre autres du film documentaire de 34 minutes sur le renard roux intitulé L'odeur de l'herbe coupée, en accès libre sur votre chaîne YouTube à l'adresse Franck Vignat, à voir absolument. Pour réagir à cette émission, nous proposer des invités ou des sujets, écrivez-nous à contact@durablementvôtre.fr.